Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Les deux garçons se glissèrent dans la maison comme des fantômes. Le père de Bill était encore au travail, sa mère se trouvait dans la cuisine, plongée dans un livre de poche, assise à la table. L'odeur du repas, brandade de morue, parvenait jusque dans l'entrée. Richie appela chez lui pour que sa mère ne le croie pas mort tout de suite en arrivant. Mais la mère de Bill les entendit et s'enquit de ce qui se passait depuis la cuisine. Richie expliqua que sa propre mère passerait le prendre dans un moment. Ils allèrent à l'étage, dans la chambre de Bill. Elle était rangée comme une chambre de garçon, c'est-à-dire que sa mère n'aurait eu qu'un léger mal de tête en l'examinant. Les étagères croulaient sous les livres et les BD empilés à la diable, tandis que les 45 tours, les jouets et les modèles réduits disputaient la place à d'autres livres sur le bureau, où trônait également une machine à écrire, une vieille Underwood de bureau. Ses parents la lui avaient offerte pour Noël 2 ans auparavant, et Bill s'en servait de temps en temps pour écrire des histoires, avec plus de fréquence depuis la mort de George. Cette manière de faire semblant lui procurait un certain soulagement. Le tourne-disque était posé à même le sol, des vêtements entassés dessus. Bill les fourra dans un tiroir du bureau et prit une demi-douzaine de 45 tours qu'il empila sur le gros tube du distributeur. Les Fleetwoods commencèrent à chanter « Come softly, darling ». Richie se pinça le nez. Bill ne put s'empêcher de sourire, en dépit de son cœur qui cognait. Il n'aime pas le rock. Celui-là, c'est mon cadeau d'anniversaire. J'ai aussi deux Pat Boone et 2 Tommy Sounds. Je me passe Little Richard et Jay Hawkins quand ils ne sont pas là. Mais si elle entend de la musique, elle nous croira dans ma chambre. Viens. La chambre de George était de l'autre côté du couloir, la porte fermée. Richie la regarda et se passa la langue sur les lèvres. « Elle n'est pas fermée à clé ?» murmura-t-il. Il se prit soudain à espérer qu'elle soit barricadée. Il avait du mal à croire que l'idée d'y pénétrer était de lui tout d'un coup. Bill, tout pâle, secoua la tête et tourna le bouton de porte. Il entra et se tourna vers Richie, qui hésita un instant avant de le suivre. Bill referma la porte derrière eux. La musique se réduisit à un son étouffé. Le cliquetis de la serrure fit tressaillir Richie. Il regarda autour de lui, à la fois mort de peur et dévoré de curiosité. La première chose qu'il remarqua fut l'odeur sèche de renfermé. Ça doit faire longtemps qu'on n'a pas ouvert la fenêtre ici. Ça doit faire longtemps que quelqu'un n'y a pas respiré. C'est vraiment l'impression que ça donne, pensa-t-il. Il frissonna de nouveau et de nouveau se passa la langue sur les lèvres. Son regard tomba sur le lit de George et il pensa à l'enfant, dormant maintenant pour toujours, sous un matelas de terre au cimetière de Mount Hope, pourrissant, sans avoir les mains croisées sur la poitrine, car pour cela il faut en avoir 2, et il manquait tout un bras à George quand on l'avait enterré. Richie laissa échapper un petit bruit de gorge. Bill se tourna et lui jeta un regard interrogateur. « Tu as raison, » fit-il d'une voix enrouée. « C'est rudement inquiétant ici. Je me demande comment tu as pu y venir seul. » C'était mon frère, répondit simplement Bill. Par moments, j'ai envie, c'est tout. Il y avait des posters sur les murs, des posters pour les petits. L'un d'eux représentait Tom Terrific, le personnage du dessin animé Captain Kangaroo. Un autre, les neveux de Donald, marchant dans la nature, en bonnet de raton laveur. Sur un troisième, Mr. Joe arrêtait la circulation pour qu'un groupe d'enfants puisse traverser la rue. On attend la présence du préposé pour traverser, lisait-on en dessous. George l'avait lui-même colorié. Il n'était pas très bon pour rester entre les lignes, le pauvre môme, pensa Richie, avec un frisson. Il n'aurait jamais l'occasion de s'améliorer. Richie regarda la table, près de la fenêtre. Alignés au garde-à-vous par Mrs. Denbrough, à demi ouverts, se tenaient les bulletins de notes de George. Aller voir ainsi, sachant qu'il n'y en aurait pas d'autres, que l'enfant était mort avant d'être capable de rester entre les lignes qu'il coloriait et que sa vie s'était achevée irrévocablement pour l'éternité
sur ses bulletins de la maternelle et de l'école, l'imbécile réalité de la mort vint frapper Richie de plein fouet, pour la première fois de sa vie, comme si un gros coffre-fort de fer était venu s'enfouir dans son cerveau. « Je pourrais mourir », s'écria-t-il en lui-même, horrifié par une sorte de sentiment de trahison. « Ça arrive à n'importe qui, à tout le monde. » « Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu », fit-il d'une voix chevrotante, incapable de dire autre chose. « Ouais », fit Bill dans un souffle, s'asseyant sur le lit de George. « Regarde. » Richie suivit le doigt de Bill et vit l'album de photos qui gisait sur le plancher, refermé. « Mais photographie », lut Richie. « George Elmer Denbrough, 6 ans. »« 6 ans », s'écria la voix intérieure, avec toujours le même sentiment d'avoir été trahi. 6 ans pour toujours. N'importe qui. Merde. Tout le monde. Il était ouvert, dit Bill. Avant. Eh ben, il s'est refermé de lui-même, dit Richie, mal à l'aise, en s'asseyant à côté de Bill, sans quitter l'album de photos. Comme un livre. Les pages, je veux bien, mais pas la couverture. Elle s'est refermée d'elle-même. Il regarda Richie solennellement, les yeux très noirs dans son visage blême et fatigué. Il veut que ce soit toi qui le rouvre. C'est ce que je pense. Richie se leva et se dirigea lentement vers l'album. Il gisait en dessous de la fenêtre, masqué seulement par de légers rideaux. Dans la cour, il aperçut un pommier d'où pendait de la plus grosse branche, torse et noire, une balançoire que faisait osciller le vent. Ses yeux revinrent sur l'album de George. Une tache marron s'étalait sur la tranche, vers les pages du milieu. Ce pouvait tout aussi bien être du ketchup desséché. Évidemment, rien n'était plus facile que d'imaginer George regardant son album de photos, un hot-dog ou un hamburger bien dégoulinant à la main. Il prenait une grosse bouchée et un peu de ketchup giclait sur l'album. Les enfants sont sujets à ce genre de petits accidents involontaires. Ce pouvait être du ketchup. Mais Richie savait que non. Il effleura l'album et retira sa main. Il lui avait donné une impression de froid. Il était pourtant placé de telle manière que le soleil d'été, puissant et à peine filtré par les légers rideaux, aurait dû le chauffer toute la journée. Il dégageait néanmoins une sensation de froid. « Eh bien, je ne vais pas y toucher », pensa Richie. « De toute façon, je n'ai aucune envie de regarder dans ce stupide album, plein de têtes que je ne connais pas. Je crois que je vais dire à Bill que j'ai changé d'idée. Nous n'aurons qu'à aller dans sa chambre pour lire des illustrés un moment. Après quoi, je rentrerai chez moi, on mangera et j'irai me coucher tôt, parce que je suis pas mal fatigué. Et quand je me réveillerai, demain matin, je serai convaincu qu'il s'agit bien de ketchup. Voilà ce que je vais faire. Eh ben oui. » C'est ainsi qu'il ouvrit l'album avec des mains à 1000 kilomètres de lui, tout au bout de longs bras de plastique, et qu'il regarda la tête des gens et les coins de rue, les oncles et les tantes, les bébés et les maisons, les vieilles Ford et les vieilles Studebaker, les lignes de téléphone, les boîtes aux lettres, les palissades, les jantes de voitures avec de l'eau croupissante dedans, la grande roue de la foire d'East County, le château d'eau, les ruines des aciéries Kitchener. Il tournait les pages de plus en plus vite. Brusquement, elles devinrent blanches. Il revint en arrière, bien décidé à s'en sortir tout seul. Il y avait une photo du centre de Derry, avec Main et Canal Street, datant des années 30. Puis, plus rien. « Il n'y a pas la moindre photo de classe là-dedans ?» dit Richie, regardant Bill avec une expression où se mêlaient soulagement et exaspération. « Qu'est-ce que tu nous as raconté ?»« Quoi ?» « La dernière, c'est cette photo du centre-ville, autrefois. Après, c'est vide. » Bill se leva et vint rejoindre Richie. Il examina le document. Derry, près de 30 ans auparavant, avec des autos et des camions d'un modèle antique. Des lampadaires tout aussi démodés, avec des grappes de globes, comme de gros raisins, des piétons près du canal, immobilisés un pied en l'air par l'objectif. Il tourna la page. Comme l'avait dit Richie, il n'y avait rien. Non, un instant. Pas tout à fait.
restait l'un de ces petits angles en papier noir et cellophane dans lesquels on glissait les photos pour les retenir. Elle était là, dit-il en tapotant l'angle de papier. Regarde. Nom d'une pipe. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas. Bill avait pris l'album des mains de Richie et le tenait maintenant sur ses genoux. Il revint en arrière et étudia les photos accumulées par George. Il abandonna au bout d'une minute, mais les pages continuèrent à se tourner, toutes seules, lentement mais régulièrement, avec un fort bruit de froissement qui avait quelque chose de délibéré. Bill et Richie échangèrent un regard l'un et l'autre, l'œil exorbité, et revinrent à l'album. Il arriva de nouveau à la dernière image, et les pages arrêtèrent de tourner. Le centre de Derry, en couleur sépia, la ville telle qu'elle était, bien avant leur naissance. « Hé !» fit tout d'un coup Richie, en reprenant l'album à Bill. Il n'y avait plus de peur dans sa voix maintenant, et une expression d'émerveillement venait de se peindre sur son visage. « Merde de merde ! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous! C'est nous, là, sur la photo! Jésus Christouille, mais regarde! » Bill saisit le livre par l'un de ses côtés. Penchés sur la page, ils avaient l'air de choristes déchiffrant une partition. Bill prit une profonde inspiration et Richie comprit que lui aussi voyait la même chose. Sous la surface brillante de la vieille photo en noir et blanc, deux jeunes garçons marchaient sur Main Street en direction de l'intersection avec Center Street, l'endroit où le canal passait sous terre pour un peu plus de 2 kilomètres. Ils se détachaient nettement devant le muret de béton qui bordait le canal. L'un d'eux portait des pantalons de golf, l'autre quelque chose qui avait presque l'air d'un costume marin. Il avait une casquette de tweed perchée sur la tête. Ils étaient de profil 3/4 par rapport à l'objectif et regardaient quelque chose de l'autre côté de la rue. Le garçon en pantalon de golf était sans aucun doute Richie Tosier, et son camarade en costume marin et casquette de tweed, Bill Denbrough. Ils se contemplaient hypnotisés sur une photographie presque 3 fois plus vieille qu'eux. Richie sentit sa bouche devenir aussi sèche que de l'amadou et aussi lisse que du verre. Quelques pas en avant des deux garçons se tenait un homme, retenant son fedora par le bord, un pan de manteau relevé par un coup de vent. Il y avait des Ford, modèle T, dans la rue, une Pierce Arrow, des Chevrolet avec des marchepieds. Je n'arrive pas à... commença Bill. Et c'est à cet instant-là que la photo se mit à s'animer. La Ford T qui se trouvait au milieu du carrefour et aurait dû y rester éternellement, ou du moins jusqu'à la dissolution de la photo, acheva de le franchir, en laissant derrière elle des fumées d'échappement. Une petite main blanche apparut à la vitre du conducteur pour indiquer un changement de direction à gauche. Elle s'engagea dans Court Street et sortit du cadre du cliché, disparaissant ainsi. La Pierce Arrow, les Chevrolet, les Packard se mirent toutes à rouler, s'évitant les unes les autres au croisement. Au bout de 28 ans, le pan du manteau de l'homme retomba. Ce dernier enfonça vigoureusement son chapeau et se mit à marcher. Les deux garçons achevèrent leur tour d'horizon et se présentèrent de face, et l'instant suivant, Richie comprit ce qu'ils avaient regardé quand il vit un chien galeux apparaître dans Center Street. Le garçon en costume marin, Bill, monta 2 doigts à la bouche et siffla. Interloqué au point d'être incapable de bouger ou de penser, Richie se rendit compte qu'il avait entendu le sifflement, qu'il entendait le ronronnement irrégulier des automobiles. Le niveau sonore était faible, comme s'il se trouvait derrière un vitrage épais, mais les bruits étaient bien là. Le chien lança un coup d'œil aux deux garçons et poursuivit son chemin. Ils se mirent à rire comme des baleines et reprirent leur marche. C'est alors que le Richie de la photo prit Bill par un bras et lui montra le canal, vers lequel ils se tournèrent. « Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça !» pensa Richie. Ils s'avancèrent jusqu'au muret bas de béton, et soudain le clown jaillit au-dessus, comme un horrible diable de sa boîte. Un clown qui avait la tête de Georgie, les cheveux ramenés en arrière et collés, un sourire hideux à la bouche, les lèvres barbouillées de blanc et sanguinolentes, les yeux comme 2 trous noirs. L'une de ses mains tenait les ficelles de 3 ballons,
Avec l'autre, il essaya de prendre le garçon en costume marin par le cou. « Non !» cria Bill en portant la main à la photo. En mettant la main dans la photo. « Arrête, Bill !» hurla Richie en lui attrapant la main. Il s'en fallut d'un rien. Il vit le bout des doigts de Bill pénétrer la surface de la photo et passer dans un autre monde. Il vit le bout des doigts perdre les couleurs chaudes de la vie et prendre les teintes blêmes qui passent pour du noir et blanc dans les vieux clichés. En même temps, ils devinrent petits et comme déconnectés. On aurait dit cette illusion d'optique particulière à l'eau. La partie de la main en dessous de la surface semble flotter indépendamment de la partie qui est au-dessus. Une série de coupures en diagonale apparurent à l'endroit où les doigts de Bill devenaient ceux de la photo, comme s'il avait mis la main entre les pales d'un ventilateur en marche. Richie le prit par l'avant-bras et tira de toutes ses forces. Tous deux tombèrent à la renverse, tandis que l'album était projeté à terre et se refermait dans un claquement sec. Bill porta les doigts à la bouche, des larmes de douleur dans les yeux. Du sang coulait sur ses paumes et ses poignets, en filets délicats. « Fais-moi voir, Bill. Ça fait mal, » répondit Bill, en tendant la main à Richie, paume vers le bas. Une série de coupures entaillait son index, son majeur et son annulaire. Le petit doigt avait à peine effleuré la surface de la photographie. En avait-elle une, et n'avait pas été touché, apparemment. Bill confia plus tard à Richie que l'ongle avait cependant été coupé aussi nettement qu'avec des ciseaux de manucure. « Seigneur Bill, » dit Richie, « vite, du tricot stérile. » C'était tout ce qui lui venait à l'esprit. Nom d'une pipe. Ils avaient eu de la chance. S'il n'avait pas tiré sur son bras comme il l'avait fait, Bill aurait pu y laisser les doigts. « Il faut arranger ça. Ta mère risque... »« T'occupe pas de ma mère, » répondit Bill, qui reprit l'album de photos en répandant des gouttes de sang sur le plancher. « Ne retouche pas à ce truc !» s'écria Richie en le saisissant frénétiquement par les épaules. « Tu as déjà failli perdre tes doigts !» Bill se débarrassa de lui d'un mouvement du torse et se mit à feuilleter l'album, avec sur le visage une sinistre expression, pleine de détermination, qui fit davantage peur à Richie que tout le reste, surtout quand il vit la lueur de folie dans l'œil de son ami. Ses doigts ensanglantés laissaient des taches rouges sur les feuilles. Ces taches, comme l'autre, ne tarderaient pas à ressembler à des traces de ketchup, évidemment. Il tomba enfin sur la photo du centre de Derry. La Ford T était revenue au milieu du carrefour. Les autres véhicules étaient figés aux mêmes endroits qu'auparavant. L'homme qui marchait tenait toujours le rebord de son fedora, et le pan de son manteau se gonflait d'air. Les deux garçons avaient disparu. Il n'y avait aucun enfant sur le cliché. Mais... « Regarde !» murmura Richie, avec un geste prudent pour ne pas approcher le doigt trop près de l'image. Un demi-cercle apparaissait au-dessus du parapet du canal. Le sommet de quelque chose de rond. Quelque chose comme un ballon. Ils sortirent juste à temps de la chambre de George. La mère de Bill n'était pour l'instant qu'une voix au bas de l'escalier et une ombre contre le mur. « Êtes-vous en train de vous battre, les garçons ?» demanda-t-elle sèchement. « J'ai entendu un bruit de chute. »« On chahutait juste un peu, maman, » répondit Bill, en jetant à Richie un coup d'œil qui lui disait « Toi, la ferme, hein ?»« Arrêtez-moi ça immédiatement. J'ai cru que le plafond allait me tomber sur la tête. »« Oui, maman. » Ils l'entendirent qui retournait vers le devant de la maison. Autour de sa main blessée, Bill avait enroulé son mouchoir qui s'imbibait de sang. Il allait en dégoûter d'un instant à l'autre. Les garçons descendirent à la salle de bain et Bill laissa la main sous le robinet jusqu'à ce qu'elle arrêtât de saigner. Une fois nettoyées, les coupures, pourtant très fines, se révélèrent profondes. Voir leurs lèvres blanches et la chair rouge à l'intérieur donna envie de vomir à Richie, qui les banda de tricot stérile aussi vite qu'il put. « Ça fait horriblement mal, » dit Bill. « On n'a pas idée non plus de fourrer la main dans un truc comme ça, crétin !» Bill, solennel, regarda les anneaux de tissu adhésif, puis releva les yeux sur Richie. C'était le clown. Il essayait de se faire passer pour George. Exact. Tout comme il essayait de se faire passer pour la momie dans l'histoire de Ben, et pour le clochard malade dans celle d'Eddie. Le lépreux? Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment un clown?
C'est un monstre, répondit carrément Richie. Une sorte de monstre qui se trouve quelque part, ici, en plein Derry, et qui tue les gosses. Peu de temps après l'incident du barrage dans les friches, Monsieur Nell et l'histoire de la photo qui bougeait, Richie, Ben et Beverly March se trouvèrent face à face, non pas avec un monstre, mais avec deux, un samedi. Ils payèrent même pour cela. Richie, du moins, paya. Ces deux monstres étaient certes effrayants, mais nullement dangereux, car ils poursuivaient leurs victimes sur l'écran du cinéma Aladdin, tandis que Richie, Ben et Beverly assistaient à leurs exploits depuis le balcon. L'un des monstres était un loup-garou, joué par Michael Landon. Il était chouette, car même quand il devenait le loup-garou, il conservait sa coupe de cheveux en catogan. L'autre était cette espèce d'affreux branleur, joué par Gary Conway, ramené à la vie par un descendant de Frankenstein, qui jetait en pâture tout ce qu'il ne gardait pas à des alligators installés dans son sous-sol. Également au programme, des actualités avec les dernières modes de Paris, et la plus récente explosion au décollage d'une fusée Vanguard à Cap Canaveral, 2 dessins animés, et bientôt sur nos écrans. Avec, entre autres, J'ai épousé un monstre venu de l'espace et The Blob, que Richie inscrivit immédiatement sur ses tablettes. Ben resta particulièrement tranquille pendant le spectacle. Meule de Foin avait bien failli se faire repérer par Henry, Huggins et Victor un peu plus tôt, et Richie ne cherchait pas plus loin l'explication de son silence. Ben avait cependant complètement oublié la présence des 3 voyous, assis en dessous presque au premier rang, se passant du pop-corn et n'arrêtant pas de chahuter. La vraie raison de ce silence s'appelait Beverly. Sa proximité avec quelque chose de tellement enivrant qu'il en était presque malade. Son corps se couvrait de chair de poule pour lui paraître l'instant suivant aussi brûlant que s'il était atteint de fièvre tropicale, dès qu'il bougeait. Quand sa main effleura celle de la fille en attrapant du pop-corn, il se mit à trembler d'exaltation. Il se dit plus tard que ces 3 heures, passées dans la pénombre, à côté de Beverly, avaient été à la fois les plus longues et les plus courtes de toute sa vie. Richie, loin de se douter que Ben était en train de vivre les affres d'un amour d'enfance, se sentait en pleine forme. Dans la hiérarchie de ses goûts cinématographiques, il ne connaissait rien de mieux que 2 films d'horreur dans un cinéma envahi par des jeunes criant à qui mieux mieux aux passages les plus sanglants. Il ne faisait absolument pas le rapprochement entre les 2 séries B d'American International Pictures et ce qui se passait actuellement en ville. Pas encore, du moins. Il avait vu la projection annoncée dans le Derry News du vendredi matin, et en avait presque immédiatement oublié la mauvaise nuit qu'il venait de passer. Il avait fini par se lever pour allumer la lumière de sa penderie, un vrai stratagème de bébé, mais, auparavant, il avait été incapable de fermer l'œil 1 minute. Le lendemain matin, cependant, les choses lui avaient paru normales, ou presque. Il commença par se dire que Bill et lui avaient été victimes d'une hallucination collective. Évidemment, les coupures aux doigts de Bill n'étaient pas une hallucination, mais peut-être s'était-il coupé aux feuilles de l'album de George. Ça coupe le papier. Peut-être. Et puis, aucune loi ne l'obligeait à y penser pendant les 10 prochaines années, hein? Aucune. Et c'est ainsi, après avoir vécu des événements qui auraient conduit n'importe quel adulte chez le plus proche psychanalyste, que Richie Tosier se leva, s'envoya un gigantesque petit déjeuner de crêpes, tomba sur l'annonce des 2 films d'horreur dans la page spectacle du journal, et fit le compte de ses fonds. Comme ils étaient plutôt bas, pour ne pas dire inexistants, il entreprit le siège de son père. But, obtenir des corvées. Monsieur Tosier, déjà vêtu de sa blouse de dentiste pour le petit déjeuner, reposa la page des sports et se versa une autre tasse de café. C'était un homme d'aspect agréable, au visage fin. Il portait des lunettes cerclées de métal, avait un début de calvitie et devait mourir d'un cancer du larynx en 1973. Il regarda l'annonce que lui indiquait son fils. « Des films d'horreur, hein ?» fit Wentworth Tosier. « Eh oui !» répondit Richie, tout sourire. « Quelque chose me dit que tu as envie d'aller les voir. »« Ouais. Quelque chose me dit aussi que tu vas être pris de convulsions mortelles si jamais tu ne peux aller voir ces 2 navets. »« Ouais. Ah ouais, j'en mourrais. Je sais que j'en mourrais. » Richie se laissa tomber de sa chaise,
s'étreignant la gorge, la langue sortie. C'était le procédé très particulier employé par Richie Tozier pour faire du charme. « Seigneur, Richie, vas-tu arrêter ça ?» lui lança sa mère depuis la cuisinière, où elle lui préparait 2 œufs à mettre sur une crêpe. « Bon sang, Rich, » lui dit son père, tandis qu'il se remettait sur sa chaise. « J'ai certainement dû oublier de te donner ton argent de poche lundi dernier, je ne vois pas comment expliquer autrement que tu sois sans le sou dès vendredi. » Dépensé ? Voilà un sujet éminemment profond de réflexion pour un garçon à l'esprit aussi léger. Wentworth Tozier posa un coude sur la table et vint appuyer son menton dans la paume de sa main, contemplant son unique fils, avec ce qui semblait être une totale fascination. Où est-il passé ? Richie adopta immédiatement la voix de Toodles, le maître d'hôtel britannique. « Ah, que monsieur me pardonne, mais je l'ai dépensé, monsieur, ma contribution à l'effort de guerre. La pierre que j'ai apportée à notre lutte contre les Huns sanguinaires, monsieur, le plus beau tas de foutaises que j'ai jamais entendu. Oui, le coupa son père d'un ton aimable, en tendant la main vers le pot de confiture de fraises. « Épargne-moi tes grossièretés à table, s'il te plaît, » intervint Maggie Tozier, tandis qu'elle portait ses œufs à Richie. « Quant à toi, Rich, je me demande vraiment pourquoi tu as tellement envie de te bourrer le crâne avec ces nullités. »« Voyons, maman !» protesta Richie. Il prenait un air désespéré, mais il jubilait intérieurement. Il lisait dans ses parents comme dans un livre beaucoup feuilleté et très aimé, et il était tranquille, il allait obtenir ce qu'il voulait. Des corvées et la permission d'aller au cinéma samedi après-midi. Wentworth se pencha vers son fils, souriant largement. « Quelque chose me dit que tu te retrouves là où je voulais que tu sois, » dit-il. « Ah bon ?» fit Richie en lui rendant son sourire un peu mal à l'aise. « Oh oui. Notre pelouse t'est bien connue, Richie, tu n'en ignores rien. Monsieur sait que la pelouse n'a aucun secret pour moi, monsieur. Elle est un peu touffue, n'est-ce pas? » « C'est bien cela, oui, » admit Wentworth, prenant le même ton que son fils. « Et c'est toi, Richie, qui vas remédier à cet intolérable état des choses. »« Moi ?»« Oui, toi, d'un bon coup de tondeuse. »« D'accord, papa, entendu, » dit Richie, soudain pris d'un terrible soupçon. Et si jamais son père pensait à toute la pelouse, et non pas seulement à celle de devant? Le sourire de M. Tozier s'élargit, se transformant en une grimace prédatrice de requin. « Toute la pelouse, bien entendu. Ô rejeton débile de mes reins féconds, devant, derrière, sur les côtés, et quand tu auras terminé, je poserai dans ta main 2 rectangles de papier vert avec le portrait de George Washington d'un côté et une pyramide surmontée de l'œil éternellement ouvert de l'autre. »« Je ne te suis pas très bien, pas, » dit Richie, qui redoutait au contraire d'avoir trop bien compris. « $2. »« $2 ? Pour toute la pelouse ?» s'exclama Richie, sincèrement mortifié. « Mais c'est la plus vaste de tout le quartier. Allons, pas !» Wentworth soupira et reprit son journal. Sur la page de titre, on lisait « Nouvelle disparition d'enfants, la peur revient ». Richie pensa, un bref instant, à l'étrange album de George Denbrough, pour se dire aussitôt qu'il avait dû être victime d'une hallucination, et que dans le cas contraire, ça s'était passé hier, et qu'aujourd'hui était un autre jour. « Je me dis que tu ne tiens pas tant que ça à voir ces films, en fin de compte, » remarqua M. Tozier, dont les yeux, l'instant suivant, apparurent au-dessus du journal, étudiant Richie, l'air assez content de lui, il faut l'avouer. Comme un homme avec un carré en main étudie son adversaire au poker par-dessus ses cartes. « Quand ce sont les jumeaux Clark qui la font, tu leur donnes $2 chacun. »« C'est exact, » admit Wentworth. « Mais autant que je sache, ils ne meurent pas d'envie d'aller au cinéma demain, eux. Ou alors c'est qu'ils sont en fond, car cela fait un moment qu'on ne les a pas vus débarquer pour vérifier l'état de l'herbage qui entoure notre domicile. Toi, en revanche, tu meurs d'envie d'y aller, et tu n'en as pas les moyens. Cette sensation d'oppression au milieu de ton corps, Richie, vient peut-être des 4 crêpes et des 2 œufs que tu viens d'enfourner, ou peut-être aussi de la pression que j'exerce sur toi, Les yeux de M. Tozier replongèrent derrière le journal. « C'est du chantage qu'il exerce sur moi !» protesta Richie, outré à l'intention de sa mère qui grignotait un toast sans beurre. Elle essayait de maigrir une fois de plus. « C'est du chantage !
J'espère que tu t'en rends compte. Oui, mon chéri, je m'en rends compte. Tu as de l'œuf sur le menton. Richie s'essuya. 3 $ et tout sera fait quand tu seras de retour ce soir, demanda-t-il au journal. Les yeux de son père firent une nouvelle et brève apparition. 2,50 $. Nom d'un chien. Toi et Harpagon. Mon idole, répliqua Wentworth de derrière son journal. Décide-toi, Richie, je voudrais pouvoir lire ces résultats tranquillement. C'est d'accord, fit Richie avec un soupir. Quand tes vieux te tiennent par là où ça fait mal, ils savent vraiment y faire. Assez non, en y pensant bien. Pendant qu'il tondait, il exerça ses voix. Il en termina, devant, derrière et sur les côtés, à 3 heures vendredi après-midi, et se retrouva le samedi matin avec 2,50 $ dans son jean. Quasiment une petite fortune. Il appela Bill, mais celui-ci lui annonça, morose, qu'il devait se rendre à Bangor pour un test orthophonique. Richie compatit et ajouta « On voulait se faire foutre, grand Bill. »« Par là, mon cul, ma tête est malade, tosier, » rétorqua Bill en raccrochant. Richie appela ensuite Eddie Casbrack, qu'il trouva encore plus déprimé que Bill. Sa mère s'était procuré des billets de bus valables pour la journée, et ils allaient rendre visite à ses tantes à Haven, Bangor et Hamden. Toutes trois étaient grosses, comme Mrs. Casbrack, et toutes trois vieilles filles. « Elles vont me pincer les joues et me dire comme il a grandi, ce petit, tu vas voir, » dit Eddie. « C'est parce qu'elles te trouvent tout mignon, Eds, comme moi. Oh, l'adorable petit garçon que je me suis dit la première fois que je t'ai vu. T'es un vrai salopard, Richie. Quand t'en connais un, tu les connais tous. Tu descendras dans les friches la semaine prochaine? Je pense, ouais, si vous en êtes. On pourrait jouer au cow-boy. Peut-être, mais je crois que Bill et moi, on a quelque chose à te raconter. Quoi? Il me semble que c'est plutôt à Bill de te le dire. Allez, salut. Embrasse tes tantes pour moi. Très drôle. Son troisième appel fut pour Stan le mec. Mais ses parents étaient en pétard contre lui, il venait de casser la baie vitrée du salon. Il avait joué à la soucoupe volante avec un plat à tarte qui avait pris un mauvais virage. Patatras. Il était de corvée pour tout le week-end, et probablement pour le week-end suivant. Richie compatit de nouveau et demanda si on le verrait dans la semaine aux friches mortes. Stan répondit que oui, probablement, sauf si son père le consignait à la maison. Nom d'une pipe, Stan, c'était juste une vitre. Ouais, mais t'as pas vu la taille? Répondit Stan en raccrochant. Richie était sur le point de quitter le séjour lorsqu'il pensa à Ben Hanscom. Il trouva une seule Mrs. Hanscom dans l'annuaire et supposa, à juste titre, que ce devait être sa mère. J'aimerais bien venir, mais j'ai déjà dépensé tout mon argent de la semaine, répondit Ben. Il avait l'air déprimé et un peu honteux de l'avouer, ayant tout gaspillé en bonbons, friandises et sodas d'hiver. Richie, qui roulait sur l'or et n'aimait pas aller seul au cinéma, lui proposa un prêt. « Ouais? Vraiment, tu ferais ça? »« Bien sûr, » dit Richie, intrigué. « Pourquoi pas? »« Alors c'est d'accord, » lança joyeusement Ben. « D'accord, ça va être très chouette. 2 films d'horreur. Tu as bien dit qu'il y avait une histoire de loup-garou? Ouais, j'adore les histoires de loup-garou, mec. Mollo, meule de foin, tu vas mouiller ton froc? Ben éclata de rire. On se retrouve devant l'Aladin, d'accord? Ouais, parfait. Richie raccrocha et contempla le téléphone pensif. Il prit soudain conscience de la solitude dans laquelle vivait Ben Hanscom, et du coup se sentit plein de générosité. Il sifflait en montant les escaliers. Il se plongea dans des illustrés en attendant l'heure du spectacle. Il faisait une agréable journée ensoleillée avec une légère brise. Claquant des doigts, Richie descendait Center Street en direction de l'Aladin tout en chantonnant Rockin' Robin. Il se sentait bien. Il se sentait toujours bien quand il allait au cinéma. Il aimait ce monde magique de rêve. Il était navré pour ses copains retenus par de mornes devoirs en un tel jour. Bill et son orthophoniste, Eddie et ses tantes, et le pauvre vieux Stan qui allait passer l'après-midi à récurer les marches du perron ou à balayer le garage, tout ça parce qu'un moule à tarte avait viré à droite alors qu'il aurait dû virer à gauche.
Richie n'avait pas oublié son yo-yo. Il le sortit de sa poche et essaya une fois de plus de le faire dormir. C'était un talent qu'il rêvait d'acquérir, sans résultat jusqu'ici. Ce petit con ne voulait rien savoir. Soit il descendait et remontait bille en tête, soit il descendait pour le compte et restait en bas, pendu au bout de sa ficelle. À mi-chemin, il aperçut une fille en jupe plissée beige et en blouse blanche sans manches, assise sur un banc, non loin de Shook's Drugstore. Elle dégustait ce qui lui parut être une crème glacée à la pistache. Sa chevelure roux auburn chatoyante avec des mèches cuivrées presque blondes retombait jusqu'au milieu de son dos, ou presque. C'était Beverly March. Beverly plaisait beaucoup à Richie. Disons plutôt qu'il l'aimait bien. Il la trouvait agréable à regarder. Il n'était pas le seul, il le savait. Des filles comme Sally Muller ou Greta Bowie la haïssaient, encore trop jeune pour comprendre comment il était possible d'avoir tout ce que l'on voulait et d'être tout de même en compétition avec une fille qui vivait dans l'un des taudis du fin fond de Main Street, mais elle lui plaisait avant tout parce qu'elle n'était pas une mauviette et avait un excellent sens de l'humour. En outre, elle avait souvent des cigarettes. Il l'aimait bien en somme parce qu'elle était un chic type. Il s'était cependant surpris, par une ou deux fois, à se demander quelle pouvait être la couleur de ses sous-vêtements, ce qui n'est pas le genre de choses que l'on se demande à propos des autres types. Et puis, devait admettre Richie, elle était rudement jolie pour un type. En s'approchant du banc où elle mangeait sa crème glacée, Richie resserra la ceinture d'une gabardine invisible, rabaissa le bord d'un feutre tout aussi invisible, et se glissa dans la peau d'Humphrey Bogart. En y ajoutant la voix, il devint vraiment Bogart, au moins à ses propres yeux. N'importe qui d'autre aurait trouvé simplement Richie Tosier un peu enrhumé. « Salut ma poulette », dit-il en nasillant, une fois près d'elle. « Absurde d'attendre le bus ici, les nazis ont coupé toute retraite. Le dernier avion part à minuit. Tu le prends. Il a besoin de toi, ma poulette. Comme moi. Mais je m'en sortirai. » « Salut Richie, dit Bev. Quand elle se tourna vers lui, il aperçut un bleu qui tournait au violet noir sur sa joue droite, comme l'ombre d'une aile de corbeau. Il fut une fois de plus frappé par son charme, et pour la première fois, prit conscience qu'elle était probablement très belle. Jusqu'alors, il n'avait jamais pensé qu'il puisse y avoir de femmes très belles ailleurs qu'au cinéma, ou qu'il soit possible pour lui d'en connaître une. C'était peut-être le bleu qui lui avait révélé sa beauté, par contraste, la marque attirant tout d'abord l'attention et renvoyant ensuite au reste. Les yeux gris-bleu, les lèvres bien ourlées et naturellement rouges, la peau d'enfant crémeuse et sans défaut. Quelques taches de rousseur étaient dispersées sur son nez. « Tu veux ma photo ?» demanda-t-elle en relevant la tête, d'un air provoquant. « J'ai celle de ton passeport, ma poulette. » De nouveau Boggy. « Mais quand tu auras quitté Casablanca, faudra m'en envoyer une autre. »« T'es nul, Richie. Tu ressembles autant à Humphrey Bogart que moi à Ida Lupino. » Mais elle souriait en disant cela. Richie s'assit à côté d'elle. « Tu vas au cinéma ?»« Je suis fauché. Est-ce que je peux voir ton yo-yo ?» Il le lui tendit. « Je devrais le rendre, y a pas moyen de le faire dormir, alors qu'en principe, il peut. Je me suis fait avoir. » Beverly passa un doigt dans la boucle de la ficelle, tandis que Richie repoussait ses lunettes sur son nez pour voir si elle savait s'y prendre. Elle tenait le yo-yo dans le creux de la main, paume en l'air, et le laissa rouler le long de son index. Il descendit au bout de sa ficelle et s'endormit. Elle eut un petit geste du doigt, « Viens ici », et le yo-yo se réveilla aussitôt, remontant la ficelle pour atterrir dans sa paume. Mais elle n'en resta pas là, elle enchaîna sur d'autres figures, terminant par 2 tours du monde, dont l'un passa bien près d'une vieille dame qui leur jeta des regards furibonds, le yo-yo revenant docilement dans sa main pour terminer. Elle retourna s'asseoir à côté de Richie, qui la regardait bouche bée d'admiration non feinte. Son expression la fit éclater de rire. « Ferme-la, tu vas attraper des mouches !» Richie obtempéra sur le champ. « De toute façon, pour le dernier coup, j'ai eu de la chance. C'est la première fois de ma vie que je réussis 2 tours du monde de suite. » D'autres enfants arrivaient, en route pour le cinéma. Peter Gordon accompagnait Marcia Fadden. On prétendait qu'ils étaient ensemble, mais Richie soupçonnait que leur lien était surtout de voisinage. Leur maison se jouxtait.
et qu'ils étaient tellement crétins qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour se soutenir. Bien qu'à peine âgé de 12 ans, Peter Gordon arborait déjà une acné virulente. Il lui arrivait parfois de traîner en compagnie de Bowers, Chris et Huggins, mais il était trop pusillanime pour entreprendre quelque chose de son propre chef. Il y eut un échange de quolibets aigre-doux qui se termina sur de vagues menaces. « On se reverra bientôt, binoclard !» Gordon. « Le jour où tu voudras, tocard !» Richie. Réplique qui eut le don de faire hurler de rire Beverly. Elle s'appuya pendant un instant à l'épaule du garçon, qui eut le temps de trouver que ce contact et l'impression d'un poids léger qui l'accompagnait n'étaient pas vraiment désagréables. Ils se redressèrent. « Quelle belle paire d'andouilles !» dit-elle. « Ouais, je parie que mademoiselle pisse de l'eau de rose ?» dit Richie, faisant de nouveau pouffer Bev. « Non, les Chanel numéro 5 !» répondit-elle d'une voix étouffée, car elle avait porté les mains à la bouche. « Tu l'as dit !» admit Richie, qui n'avait aucune idée de ce qu'était du Chanel numéro 5. « Bev ? Oui ? Peux-tu me montrer comment le faire dormir ? Je crois. Je n'ai jamais essayé d'apprendre à quelqu'un d'autre. Mais toi, comment as-tu appris ? Qui t'a montré ? » Elle lui jeta un regard dégoûté. « Personne, j'ai trouvé toute seule. Comme pour faire tournoyer le bâton. Je me défends très bien au bâton. T'as pas les chevilles qui enflent par hasard ? Mais c'est la vérité. Et pourtant je n'ai pris aucun cours, rien. Tu peux vraiment faire la majorette ? Oui. Tu vas devenir capitaine de majorette au lycée, non ? Elle sourit. Un sourire que Richie n'avait encore jamais vu, à la fois rusé, cynique et triste. Il eut un mouvement de recul devant le pouvoir mystérieux qu'il révélait, comme il avait eu un mouvement de recul quand la photo de l'album de George s'était animée. « Ça, c'est bon pour Marcia Fadden, » dit-elle, « ou pour Sally Muller et Greta Bowie, des filles qui pissent de l'eau de rose. Leur père paye pour les équipements, les uniformes. Elles ont un avantage. Jamais je ne serai capitaine. » « Nom d'une pipe, Bev, ce n'est pas la bonne façon de voir. Si, c'est la bonne. » Elle haussa les épaules. « Je m'en fiche. Pourquoi voudrais-tu que j'aie envie de faire des sauts périlleux et de montrer ma petite culotte au monde entier ? Tiens, Richie, regarde. » Pendant les 10 minutes suivantes, Bev montra à Richie comment faire dormir son yo-yo, et il fit quelques progrès. Tout d'un coup, il leva les yeux sur l'horloge du bâtiment de la Merrill Trust, de l'autre côté de la rue, et sauta sur ses pieds. « Nom d'une pipe !» s'exclama-t-il en fourrant le yo-yo dans sa poche. « Faut que j'y aille, Bev. Je dois retrouver Meule de Foin. Il va penser que j'ai oublié. »« Meule de Foin ?»« Oh, Ben Hanscom, c'est moi qui l'appelle comme ça. Comme Calhoun la Meule de Foin, le lutteur. » Beverly lui fit les gros yeux. « Ce n'est pas très gentil. J'aime bien Ben. »« Me fouettez pas, Boana !» s'écria Richie, style négrillon des plantations, en roulant de grands yeux. « Moi, très bon nègre, mam. »« Richie !» fit Bev doucement. Il se tut aussitôt. « Moi aussi, je l'aime bien. Nous avons tous construit un barrage dans les friches il y a 2 jours, et... Vous allez jouer là-bas ? Toi et Ben ? Bien sûr, toute une bande même. C'est rudement chouette ce coin. » Il jeta un nouveau coup d'œil à l'horloge. « Il faut vraiment que je me tire. Ben va attendre. »« D'accord. » Mais au lieu de cela, il resta un bref instant hésitant et reprit. « Viens avec moi si tu ne fais rien. Je te l'ai dit, j'ai pas un sou. Je te paierai ta place. Je suis en fond. » Elle se retourna et jeta ce qui restait de son cône de crème glacée dans la poubelle, derrière le banc. Il y avait une sincère pointe d'amusement dans ses yeux gris-bleu clair, quand elle les tourna vers lui. Elle fit semblant d'arranger sa coiffure et lui demanda « Oh, mon cher, serait-ce un rendez-vous ?» Pour une fois, fait exceptionnel, Richie se trouva pris au dépourvu. Il sentit même le rouge lui monter aux joues. Il avait fait cette offre de la manière la plus naturelle, comme il l'avait faite à Ben, sauf qu'il avait parlé d'avancer l'argent à Ben, non ? Eh oui, il n'avait rien dit de tel à Bev. Richie se sentit tout d'un coup maladroit. Il avait baissé les yeux devant son regard amusé, et se rendait compte que sa jupe avait légèrement remonté dans le mouvement qu'elle avait fait pour jeter le cône de gaufre, ce qui découvrait ses genoux. Il leva les yeux, mais il tomba sur les légers renflements de sa poitrine naissante, et il ne se sentit pas mieux. Comme souvent quand il se sentait gêné, Richie se réfugia dans les clowneries. « Oui, c'est un encart,
s'écria-t-il en se jetant à genoux devant elle, les mains jointes. « Viens, je t'en prie, viens, je t'en supplie. Si tu dis non, je me tue sur place. »« Oh, Richie, tu es vraiment cinglé, » dit-elle, pouffant de nouveau. Mais n'avait-elle pas une pointe de rouge aux joues? Elle n'en était que plus jolie. « Allez, relève-toi avant qu'on t'embarque pour l'asile !» Il obtempéra et se sentit un peu plus à l'aise, comme s'il venait de retrouver l'équilibre. Une petite pointe de folie aidait toujours à se sortir des situations embarrassantes, croyait-il. « Alors tu veux bien venir ?»« Bien sûr. Merci beaucoup, Richie. »« Tu te rends compte? Oh, mon premier rendez-vous. Attends seulement que je raconte tout ça dans mon journal ce soir. » Les deux mains serrées contre sa poitrine naissante, elle se mit à battre rapidement des cils et éclata de rire. « J'aimerais mieux si tu n'appelais pas ça comme ça, » dit Richie. « Tu n'es pas très romantique, » lui reprocha-t-elle, avec un soupir. « Pas pour un sou. » Il se sentait néanmoins extrêmement content de lui. Le monde lui parut soudain très clair et très amical. Il se surprit à jeter des coups d'œil furtifs à la jeune fille. Elle regardait les vitrines, robes et chemises de nuit dans celles de Cornell Hopleys, linge de maison à la grange aux affaires, et il observait sa chevelure, l'ovale de sa joue, ou la façon dont ses bras nus sortaient des ouvertures circulaires de la blouse. Tous ces détails le ravissaient. Il n'aurait su dire pour quelle raison, mais jamais ce qui s'était passé dans la chambre de George, chez Bill Denbrough, ne lui avait semblé aussi loin. Il était temps de partir, temps d'aller retrouver Ben, mais il aurait volontiers prolongé ces instants, pendant que les yeux de Bev parcouraient les vitrines, tant il se sentait bien près d'elle. Les gosses faisaient la queue au guichet de l'Aladin, leur pièce de 20 cents à la main, puis entraient dans la salle. Regardant à travers les portes vitrées, Richie vit une foule de jeunes agglutinés autour du comptoir à friandises. La machine à pop-corn était en sur-régime et débitait cornet sur cornet. Pas de Ben. « Peut-être est-il déjà entré ?» suggéra Beverly. « Il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Et c'est pas la fille de Frankenstein, là, qui le laisserait entrer sans billet, » répondit Richie avec un geste du pouce en direction de Mrs. Cole, qui avait commencé à vendre des billets à l'Aladin au temps du muet. Ses cheveux, teints en rouge éclatant, étaient tellement clairsemés que l'on voyait la peau de son crâne. Elle avait d'énormes lèvres pendantes qu'elle barbouillait d'un rouge à lèvres violacé, de féroces taches rouges recouvraient ses joues, et ses sourcils étaient passés au crayon noir. Mrs. Cole était une parfaite démocrate. Elle éprouvait une haine identique pour tous les enfants. « Je ne voudrais pas entrer sans lui, nom d'une pipe, mais la séance va commencer. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Achète-lui son billet et laisse-le à la caissière, » proposa judicieusement Beverly. « Quand il arrivera... » Ben déboucha à cet instant-là du coin de la rue. Il était hors d'haleine et son ventre ballottait sous son sweatshirt. Il aperçut Richie et lui fit signe de la main. C'est alors qu'il vit Bev. Sa main s'immobilisa, ses yeux s'agrandirent, il acheva son geste puis s'avança d'un pas plus mesuré vers la marquise de l'Aladin. « Salut Richie !» dit-il avec un bref coup d'œil pour Bev, comme s'il avait craint qu'un regard trop prolongé se traduise par une brûlure au second degré. « Salut Bev. »« Bonjour Ben !» répondit-elle. Il se fit un étrange silence entre elle et Ben. Il ne s'agissait pas d'une gêne, pensa Richie, mais de quelque chose de presque puissant. Il sentit une petite pointe de jalousie car il venait de se passer quelque chose entre eux, et il en avait été exclu. Quelle qu'eût été cette chose? « Nom d'une pipe, meule de foin, j'ai bien cru que tu t'étais dégonflé. Tu vas voir mon vieux, ces films vont bien te faire perdre 5 kilos et à la fin, t'auras les cheveux tout blancs. Et tu vas tellement trembler de frousse qu'il faudra une civière pour te sortir. »« J'étais ici, » répondit Ben à Richie qui s'avançait vers la caisse. « Mais j'ai été me planquer au coin de la rue quand ces types sont arrivés. »« Quel type ?» demanda Richie qui s'attendait à la réponse. « Bowers, Chris et Huggins, et d'autres aussi. » Richie émit un sifflement. « Ils doivent être déjà rentrés, ils ne sont pas au comptoir. »« Ouais, je crois. »« Moi, à leur place, je claquerai pas mon fric pour des films d'horreur. Je resterai à la maison et je me regarderai dans la glace. Autant d'économiser. » Bev éclata joyeusement de rire, mais Ben ne fit qu'esquisser un sourire. Henry Bowers avait commencé en l'égratignant un peu vivement, mais avait terminé en voulant le tuer. Ben en était convaincu.
Tu sais pas, reprit Richie, on va aller au balcon. À tous les coups, ils seront au 2e ou 3e rang, les pieds sur les dossiers. Tu en es sûr? Demanda Ben, craignant que Richie n'ait pas idée de ce que représentaient ces mauvaises nouvelles, la pire de toutes ayant nom Henry Bowers. Richie, qui avait échappé de peu à ce qui aurait pu être une terrible raclée de la part de Henry Bowers et de sa clique de cinglés 3 mois auparavant, il avait réussi à les semer au rayon jouets du Frizzes, un grand magasin, comprenait beaucoup mieux ce que Ben voulait dire que ce dernier ne l'imaginait. « Si je n'en étais pas sûr, je ne rentrerais pas, dit-il. J'ai envie de voir ces films, meule de foin, mais pas au point de me faire la peau. Et puis, s'ils nous font des ennuis, il n'y aura qu'à dire à Foxy de les virer, remarqua Beverly. Foxy était le surnom de M. Foxworth, le patron de l'Aladin, un homme de petit gabarit, au teint jaune et d'aspect sinistre. Il vendait les confiseries et le pop-corn, psalmodiant une éternelle litanie. « Chacun son tour, chacun son tour, chacun son tour !» Avec son smoking râpé et sa chemise amidonnée et limée, il avait tout à fait l'air d'un entrepreneur de pompes funèbres ayant fait de mauvaises affaires. Le regard dubitatif de Ben se porta de Bev à Foxy et de Foxy à Richie. « Tu ne peux tout de même pas les laisser contrôler ton existence, » fit doucement Richie. « Non ? » « C'est vrai, » soupira Ben. En réalité, il n'en était pas si sûr, mais la présence de Beverly avait bouleversé les données du problème. Si elle n'avait pas été là, il aurait tenté de persuader Richie d'aller un autre jour au cinéma. Si Richie avait insisté, il aurait pris la tangente. Mais voilà, Bev était là. Il ne voulait pas avoir l'air d'une poule mouillée en sa présence. De plus, l'idée d'être à côté d'elle, au balcon, dans l'obscurité, même si Richie se plaçait entre eux, ce qu'il craignait, exerçait sur lui un attrait puissant. « Nous attendrons le début de la séance pour entrer, » dit Richie, qui donna un coup de poing sur le bras de Ben et reprit, souriant. « Merde, meule de foin, tu veux vivre éternellement ?» Ben fronça un instant les sourcils, puis partit d'un rire hennissant imité par Richie, puis par Bev. Richie s'approcha de nouveau de la caisse. Lèvres en tranche de foie lui jeta un regard suspicieux. « Bonjour, bonjour, chère madame, » fit Richie, voix du baron Troduc. « Je souhaiterais procéder à l'achat de 3 billets pour ce spectacle si typiquement américain. »« Pas de baratin, et dis-moi ce que tu veux, petit, » aboya tranche de foie à travers le rond découpé dans la vitre. Quelque chose dans la façon qu'elle avait d'abaisser et de soulever ses sourcils mit Richie tellement mal à l'aise qu'il se contenta de pousser un billet tout froissé d'$1 dans le guichet et de grommeler « Eh bien, 3 places. » « Ne faites pas les idiots et ne jetez pas de cornets de pop-corn, ne criez pas, ne courez pas dans le hall et les allées, » dit-elle en lui rendant 25 cents, tandis que les billets jaillissaient de la fente. « Non, madame, » dit Richie en retournant auprès de Bev et Ben. « Ça fait toujours chaud au cœur de voir à quel point cette vieille péteuse adore les enfants. » Ils attendirent le début de la séance à l'extérieur, sous le regard soupçonneux de tranche de foie dans sa cage de verre. Richie régala Beverly de l'histoire du barrage, déclamant les répliques de M. Nell avec sa nouvelle voix, flic irlandais. Bev commença par pouffer et ne tarda pas à rire aux éclats. Ben lui-même esquissa un sourire, mais son regard ne cessait d'aller des portes vitrées de l'Aladin au visage de Beverly.